Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais? Oh, ça swing. Salut les kiffeurs, salut les LM Crado, ayo mes fratés, comment vous allez? Moi ça va très bien, c'est Alix Martineau, toujours au micro, qui anime cette émission numéro 90 de Laisse-moi kiffer. Et je vous le rappelle, nous sommes en confinement, comme si vous le saviez pas. Mais du coup LMK a changé un peu de format. À 18h30, tous les jeudis, vous avez un live de mini-kiff qu'on fait sur l'Instagram de Laisse-moi kiffer. C'est pas ouf ça? C'est @Laisse-moi kiffer sur Instagram, tout attaché. Et puis tous les jeudis à 18h30, les mini-kiffs. Le jeudi suivant, à 6h du matin, les gros kiffs sont dispo dans ton appli de podcast. Chacun m'envoie une note vocale avec son gros kiff et moi je les monte et je les commente. Voilà, je suis le grand Manitou de LMK maintenant plus que jamais. Voilà, c'est donc un petit rappel du format de Laisse-moi kiffer confiné. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est l'épisode 90 avec la Brigade du Kiff. En revanche, il n'y aura pas Cédric pour cet épisode, mais bien Philippine, que vous connaissez déjà puisqu'elle a participé à un ou deux épisodes, il me semble, déjà aussi dans le LMK des Sims, bien sûr. Il y aura bien sûr aussi Kalindi et Mimi, ainsi que moi-même. Alors, concernant des commentaires, j'ai eu quelques retours de votre part concernant les descriptions sur YouTube et Spotify. À chaque fois, je vous dis, vous trouverez le lien dans les notes de ce podcast. Effectivement, on m'a envoyé une capture d'écran des notes de Spotify. Comment dire que c'est pas ouf, comment dire que y a aucun lien, que tout est mis un peu en gros pâté. C'est pas folichon. Et sur YouTube, effectivement, les descriptions ne sont pas disponibles. Alors, si vous écoutez ce podcast sur YouTube ou sur Spotify, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est d'aller voir sur le site de Mademoiselle, dans la rubrique podcast, je fais un article relais pour chaque épisode de Laisse-moi kiffer. Vous pouvez tous les retrouver. Et là, c'est bien présenté. Il y a tous les liens comme il faut et tout. Donc voilà, si vous avez besoin d'un lien en particulier, vous pouvez aller les retrouver dans ces articles. Ou sinon, ce que je vous conseille de faire, c'est de télécharger tout simplement une autre appli pour écouter vos podcasts, si vous avez cette possibilité-là. Sinon, toujours sur le site de Mademoiselle, les articles relais de podcast. Voilà, toutes les descriptions sont bien en forme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Bon, écoutez, eh bien, je crois que c'est l'heure de LMK Rock, de vos dédicaces. N'hésitez pas vraiment à me les envoyer par mail à laisse-moi kiffer @mademoiselle.com. Mademoiselle, ça s'écrit MADMOIZE2LE. Mademoiselle, d'accord? Envoyez-moi vos dédicaces audio. Ça fait plaisir à vos amis, ça fait plaisir à tonton Lilix, ça fait plaisir à tout le monde. Du coup, je vous laisse écouter la dédicace de la semaine. Salut les LM Crado, je vais faire une case dédiée à Nifou du 974 de la part du Priyank du 974. Merci de m'avoir fait découvrir ce podcast que j'aime tant et aussi un peu toutes les vidéos et les podcasts que j'écoute. Tu me manques énormément et j'espère que nous retrouve bientôt. Hein. Allez, bisous à toutes. Oh, c'est trop mince. Merci beaucoup pour cette dédicace. Vraiment, n'hésitez pas à les envoyer en ce moment, vos dédicaces, puisque en confinement, voilà, l'activité est un petit peu réduite. Du coup, vos dédicaces passent plus rapidement dans Laisse-moi kiffer. Voilà, j'en ai moins en stock. Sinon, après, c'est comme les jingles, quoi. Je vais devoir vous en faire moi-même. Et franchement, vous n'avez pas envie. Voilà. Mais d'ailleurs, en parlant de jingle, j'ai un Valentin cette semaine. Vous êtes pas prêts. Mais genre vraiment, vous êtes pas prêts. C'est incroyable ce que ce Valentin a fait. Je vous laisse donc écouter le jingle. Elle avait fait un jingle pour les mini-kiffs et pour les gros kiffs. Comme il n'y a que des gros kiffs dans cet épisode confiné, normalement je vous passerai que les gros kiffs, mais là c'est vraiment trop pépitas. Donc je vous fais écouter le jingle des mini-kiffs aussi. C'est parti pour les mini-kiffs. Petit kiff à petit rikiki et j'adore l'humour, toi-même tu sais. Mimolette dans bouche. Voilà, donc ça c'était les mini-kiffs. Et maintenant les gros kiffs.
Bref, je l'ai regardé, il m'a regardé, on s'est regardé puis, oh non, c'est pas le bon programme. Arrêtons l'humour. Mon père dit toujours, le temps c'est de l'argent alors, c'est parti pour les gros kiffs, bande de feignasses, de branquignoles, de bon d'accord j'arrête. Waouh, merci Valentin. Et en plus, le Valentin de cette semaine s'appelle Alix. Et non, c'est pas moi, c'est une autre Alix, mais quand même, c'est quand même fou. Il y a que des gens bien qui s'appellent Alix. Vous-même, vous savez, vous vous reconnaîtrez. Eh bien écoutez, c'est parti pour les gros kiffs. Je laisse le micro à Mimi. Salut les LM Crado, c'est Mimi. Et mon gros kiff cette semaine, c'est une série télé, une mini-série pour être exact, donc ça va pas te prendre très longtemps de tout regarder, et je te conseille vivement de tout regarder. C'est une mini-série qui a été diffusée en mars et qui est d'ores et déjà terminée, donc tu peux être sûr qu'elle va pas se faire annuler à la moitié, puisqu'elle ne compte que 8 épisodes. Ça s'appelle Devs, D-E-V-S, comme le raccourci de développeur. Et je vais te faire une petite origin story de comment j'ai découvert Devs, qui est quelque chose qui intéressera les 4 personnes qui, comme moi, cumulent le fait de regarder Westworld saison 3, ce qui ne concerne pas tout le monde, et qui aiment bien écouter des podcasts de nerds sur Westworld. Donc ça va être un peu niche, mais je sais que t'aimes bien quand je suis un peu niche. Du coup, la storyline, c'est que je regarde donc Westworld saison 3 qui a été diffusée pendant le mois de mars et d'avril, et parce que j'ai pas lâché Westworld, voilà, j'aime toujours bien, il y a plein de pognon, c'est de la SF, c'est bien joué, c'est joli, donc même si parfois c'est un petit peu bancal, j'aime bien. Et comme je suis une grosse nerd et que ma passion c'est d'écouter des podcasts qui décryptent les séries et les films que je regarde, j'écoute aussi un podcast après chaque épisode de Westworld qui s'appelle Decoding Westworld et qui est tenu par David Chen et Joanna Robinson, dont je t'ai déjà parlé dans LMK, car il tenait notamment A Clash of Kings, qui était un podcast que j'aimais beaucoup sur Game of Thrones, et ils sont tous les deux, donc David Chen il bossait pour un site qui s'appelle Slash Film, qui est donc spécialisé en ciné et séries. Et Joanna Robinson, c'est une super journaliste, pareil, ciné et série, qui bosse notamment pour Vanity Fair et Entertainment Weekly, donc ça déconne pas. Bref, ils font un podcast sur Westworld depuis la saison 1, qui s'appelle donc Decoding Westworld, où après chaque épisode, ils parlent de l'épisode, ils le décryptent, ils parlent de leurs théories. Joanna Robinson, elle a souvent interviewé des gens du cast et tout, donc elle a souvent des petites infos exclusives. Et il se trouve que cette saison de Westworld parle beaucoup de c'est quoi le libre arbitre, c'est quoi la conscience, qu'est-ce qui fait qu'on est humain, qu'est-ce qui fait, enfin, en gros, et si on apprenait qu'on vivait dans une simulation, est-ce que ce serait grave ou pas, si on peut pas voir la différence, c'est un peu Matrix, tu vois, dans l'idée. C'est plein de questions hyper philosophiques sur qu'est-ce que c'est qu'être humain par le prisme de la technologie, puisque Westworld se déroule dans un futur proche où on est capable de créer des intelligences artificielles et des robots qui ont l'air d'être humains. Donc Westworld étudie ça dans cette nouvelle saison, dans la saison 3. Et pendant tous les épisodes de Decoding Westworld, il y avait David Chen du podcast, du coup, qui forçait en disant « Mais c'est quand même fascinant parce qu'il y a une autre série actuellement qui parle exactement des mêmes choses, mais qui le fait différemment et qui, à mon sens, le fait mieux. Ça s'appelle Devs et il faudrait vraiment que tout le monde regarde Devs. » Du coup, comme moi, j'aimais beaucoup les thématiques abordées par Westworld et que c'est des thématiques hyper classiques de la science-fiction, mais que j'aime beaucoup, je me suis dit « Ok, vas-y David Chen, ta propagande a fonctionné, je vais finir par regarder Devs. » Et j'ai donc donné sa chance à Devs en n'ayant vu aucune bande-annonce, aucun visuel, je savais pas ce que c'était, je savais même pas qui jouait dedans. J'ai donc été très contente de découvrir qu'il y avait Nick Offerman qui joue dedans. Nick Offerman, c'est Ron Swanson dans Parks and Recreation, donc c'est un acteur qui a fait des rôles comiques et des rôles sérieux, mais qui ici joue un rôle très sérieux puisque Devs n'est absolument pas une comédie, ni une série aussi ambitieuse, on peut dire, que Westworld, qui se passe sur différents continents et tout, puisque Devs, donc l'histoire. C'est donc dans la Silicon Valley à San Francisco, dans un futur proche, il y a une boîte, c'est la première boîte de tech plus grosse que Google, que Facebook, que Microsoft, qui s'appelle Amaya et qui fait plein de trucs liés à l'intelligence artificielle et à l'informatique quantique. Alors, est-ce que je sais ce que c'est que l'informatique quantique ? Absolument pas. Est-ce que j'ai compris ce que c'est ? Pas vraiment. Mais en gros, ça fait partie de ces trucs théoriques de la physique quantique, et un peu comme la théorie des cordes qui dirait que, en fait, il y a plein de dimensions qui existent en même temps et tout. Ça fait partie des trucs qui, pour l'instant, dans l'état actuel de l'humanité, ne sont que théoriques. Mais du coup, Devs part du principe que on arrive à un point dans un futur proche où on peut utiliser l'informatique quantique
principalement pour faire de la projection, des stats et de la gestion de données pour, par exemple, pour prendre un exemple vraiment nul, gérer les flux de trafic sur une autoroute, tu vois, où tu peux genre prévoir à des mois et des mois combien de trafic il va y avoir selon les conditions, blablabla. On suit dès le premier épisode un couple d'un mec et d'une meuf qui sont tous les deux employés chez Amaya, qui est donc cette entreprise de tech, et le mec dans l'épisode 1, donc son boss qui est joué par Nick Offerman, qui s'appelle Forrest, qui est le fondateur de la boîte, c'est le Mark Zuckerberg de Amaya, lui dit bah écoute, je pense que t'es prêt, t'as montré que t'avais les qualités nécessaires pour rejoindre l'équipe devs. Et donc l'équipe devs, c'est pas tout simplement une équipe de développeurs, puisque environ tout le monde chez Amaya est développeur, c'est apparemment une équipe super secrète, formée des meilleurs éléments de la boîte, qui bosse sur un projet super secret où on sait pas ce que c'est. Donc le mec dit à sa meuf, il s'appelle Sergey, et il dit à sa meuf Lily, ah trop content, je vais rejoindre l'équipe devs, machallah, vraiment objectif de carrière atteint. Et ils se mettent tout de suite d'accord sur bon bah je vais pas pouvoir te raconter ce qu'on y fait. Et Lily elle dit bah pas de souci, moi je veux pas qu'on ait de problème dans notre couple, donc tu me diras pas ce que l'équipe devs est en train de fabriquer parce que personne ne le sait. Et donc le mec, donc là on est dans le pilote, je te spoil rien. Le mec rejoint l'équipe devs et Forrest, qui est quand même un mec assez atypique, le fondateur de la boîte qui est joué par Nick Offerman, on sent que c'est un genre de génie torturé et qu'il a une histoire tragique personnelle qui va se révéler relativement vite dans la série. Et donc Sergey rejoint l'équipe de devs et Forrest le pose devant un ordi et lui dit en fait je vais pas t'expliquer ce qu'on fait ici, je vais te filer le code sur lequel on bosse, tu vas le lire et tu vas finir par comprendre. Et donc Sergey il est là, ok, weird, sachant que le bâtiment de devs il est trop chelou, il est genre perdu dans la forêt, c'est un cube qui flotte dans un autre cube avec des trucs genre tu peux pas y rentrer, il y a un sas et tout, enfin c'est hyper protégé, il y a rien qui rentre, il y a rien qui sort, juste des gens qui viennent, qui se mettent sur leur ordi et qui codent. Et donc Sergey il bosse dans ce drôle de truc, il lit le code et quand il comprend qu'est-ce que fait l'équipe devs, donc nous spectateurs on le comprend pas, lui il comprend. Et il pète un plomb, il va aux chiottes, il fait une crise d'angoisse, il vomit et tout. Et du coup, là, la première question que tu te poses, c'est mais qu'est-ce qui branle chez Devs pour que ça crée une réaction aussi violente chez lui, tu vois? Et c'est un peu la question qui va, genre, porter toute la saison, donc toute la mini-série Devs, qui dure, comme je l'ai dit, 8 épisodes, puisque on va en apprendre de plus en plus sur ce que fait Amaya, ce que fait notamment l'équipe Devs, ce que Forrest veut accomplir, et qu'est-ce que ça peut signifier pour l'humanité. Et du coup, c'est vachement bien. C'est réalisé par, c'est créé par Alex Garland. Alex Garland, qui est un habitué des trucs de SF de qualité, puisqu'il avait notamment réalisé Ex Machina, qui était un très bon film avec Oscar Isaac, qui parlait des robots qui ressemblent aux humains et de c'est quoi la différence entre une conscience artificielle et une conscience réelle, et qui parlait de ce qu'on appelle le test de Turing, qui est un test pour savoir si une intelligence artificielle peut être confondue avec un humain par un humain. Et du coup, c'était déjà des thématiques qui étaient abordées dans Ex Machina. Ici, dans Devs, il y a un peu moins ce côté robot et intelligence artificielle, mais c'est vraiment genre qu'est-ce que la technologie peut faire de tellement ambitieux que ça change profondément notre perception du monde et de nous-mêmes et de ce qui nous entoure. Enfin, c'est hyper intriguant. Je dois dire que la série est aussi très très belle, puisque donc ça se passe dans la Silicon Valley à côté de San Francisco, et du coup il y a un aspect donc il y a un courant d'architecture que j'adore. Je suis en train de digresser de ouf, mais c'est pas grave. Il y a un courant d'architecture que j'adore qui s'appelle le brutalisme, qui est ces gros blocs de béton, ces gros bâtiments gris massifs. Et moi, ce que j'adore, c'est quand le brutalisme est dans la nature. Il y a rien pour moi de plus beau architecturalement parlant qu'un bâtiment de béton avec des angles hyper saillants qui ressemble à un genre de vaisseau spatial ou de pyramide futuriste, posé au milieu d'une forêt, posé au milieu d'une jungle, avec des plantes qui poussent dessus, avec du lierre qui grimpe dessus. Pour moi, ça fait un mélange genre homme et nature que je trouve incroyable, qui me fait vibrer. Bref, voilà, petite parenthèse brutalisme. Et dans Devs, il y a ce genre de bâtiment, le campus, donc comme toutes les boîtes de tech qui pèsent, la boîte a son propre campus, on parle pas de bureau à ce niveau-là, c'est son propre espace qui fait plusieurs hectares au cœur de la forêt à côté de San Francisco. Du coup, t'as la brume qui se lève sur la forêt avec les bâtiments qui sont cachés dedans, et il y a un truc hyper chelou qui est un genre d'emblème de la boîte. Donc la boîte s'appelle Amaya, et en fait il y a une statue de petite fille qui est au milieu du campus et qui est immense, genre 4 fois plus grande que les sapins. Du coup, t'as des vues aériennes où tu vois cette forêt de sapins avec les bâtiments cachés dedans, avec cette statue de petite fille qui dépasse. Enfin, c'est
incroyable visuellement. Tous les acteurs et les actrices sont très très bien. C'est pas une série flashy, c'est pas une série pulp, c'est pas une série qui claque, qui envoie de la couleur et de la comédie et tout. C'est une série qui vise à faire réfléchir, avec des personnages du coup qui ne disent pas tout ce qu'ils pensent, avec des personnages qui jouent tout en des acteurs et des actrices qui jouent tout en subtilité, où vraiment en un froncement de sourcils tu comprends tout le tumulte qui les habite, et en même temps tu sais jamais vraiment, comme tu sais pas ce que fait l'équipe Devs et que tu connais pas encore l'histoire de tous les personnages et qu'est-ce qui les a menés à être qui ils sont, du coup tu t'interroges, genre est-ce que ça veut dire ci ou ça, enfin c'est pas une série pour moi qui se binge, parce que donc je l'ai découverte n'est-ce pas grâce à Westworld, et Westworld, un de mes grands plaisirs, c'est après chaque épisode, comme c'est diffusé toutes les semaines, d'avoir des théories à lire et de lire des gens plus intelligents que moi qui imaginent ce que ça pourrait signifier pour la suite. Et Devs, c'est un peu pareil, ça reste assez complexe, assez ardu, ça pose des questions qui sont pas toujours claires, surtout que voilà, la série elle va pas tout révéler en 2 épisodes. Et du coup, j'ai découvert que donc moi j'aime bien aller sur Reddit, qui est un immense forum américain, pour lire des trucs notamment sur les séries télé. Et en fait, sur le subreddit Devs, pour chaque épisode, il y a un espace, un topic pour discuter de l'épisode, et un topic théorie, où du coup les gens échangent leurs théories sur notamment qu'est-ce que l'équipe Devs peut être en train de faire, qu'est-ce que cette scène va signifier pour la suite et tout. Et c'est des gens encore une fois beaucoup plus malins que moi, et je pense qu'ils comprennent beaucoup mieux tout ce qui est informatique quantique, etc. Mais du coup je suis contente de pas avoir bingé Devs, genre vraiment un épisode à la suite de l'autre, parce que du coup j'ai digéré chaque épisode, je l'ai savouré, j'ai réfléchi à ce qu'il voulait dire, et j'ai été lire des théories parce que je n'avais pas d'idée personnellement, et c'était vraiment cool. Et c'est une série qui est vraiment un peu pas connue, tu vois, qui a pas marché de ouf, qui a, même si elle a eu un succès critique, parce que voilà, c'est très bien, mais bon, c'est pas très grand public. En France, ça a été diffusé seulement sur Canal+, et donc c'est pas sur Netflix, c'est pas sur OCS, c'est pas sur Prime. Il faut demander à ton cousin américain si t'as pas Canal, et aux US c'est sur FX, qui est une chaîne spécialisée notamment en science-fiction. Mais voilà, je suis très contente que Devs existe. Je trouve que c'est une série qui a une ambition incroyable, qui est pointue, qui est pas mainstream, qui est pas facile à comprendre, mais qui mérite d'exister au même titre que plein de films de SF un peu niche, un peu ardus comme Ex Machina ou Primer ont le mérite d'exister. Moi, c'est une de mes grandes déceptions, c'est que j'ai beaucoup de mal à... Il y a beaucoup de séries de SF qui sont produites, notamment côté Netflix, mais généralement, j'accroche pas parce que je trouve que le scénario est un peu débile, ou que, en fait, il y a un vernis SF sur une histoire un peu soap opéra. J'avais été très déçue, par exemple, par Altered Carbon sur Netflix, qui, de base, me tentait trop, avec son côté un peu Blade Runner, mais qui au final je trouvais que les personnages ils étaient un peu cons et que l'intrigue elle tenait pas debout. Et là Devs du coup c'est plus de la hard science fiction, mais je suis très contente que cette série ait été produite, qu'elle existe, qu'elle ait des acteurs et actrices aussi talentueux, parce que donc il y a Nick Offerman et après un cast un peu moins connu, mais qui fait vraiment un super taf, et qui pose des questions qui vont probablement se poser relativement vite en fait dans l'avenir de l'humanité, si j'ai bien compris tout ce qui est avancée scientifique. Donc voilà, je radote, c'est un long gros kiff, mais je tenais à défendre cette série méconnue. Je pense que c'est vraiment un truc, je te conseille de donner sa chance. Regarde le premier épisode, à la limite 2 épisodes, ça dure 45 minutes, donc ça va pas ruiner ta semaine. Et si tu kiffes, n'hésite pas à continuer. Voilà, il y a 8 épisodes, c'est vite fait. Et comme on dit, ça fait réfléchir. Voilà, donc Devs, dispo en France sur Canal+. Tu me diras ce que t'en penses. N'hésite pas à venir m'en parler en DM. Des bisous. Merci beaucoup Mimi pour ce kiff. Moi-même je kiffe ce genre de série où tu sais tu comprends pas tout directement, où c'est un peu complexe, un peu pointu, ça te fait réfléchir sur la vie. D'ailleurs je suis en train de me refaire tout Lost, une série que j'adore et que j'avais un peu oubliée parce que je l'avais vue quand j'avais, 13-14 ans. Et maintenant, en fait, j'ai l'impression de la redécouvrir et de comprendre plus de choses aussi. Parce que c'est une série, somme toute, assez complexe aussi. Donc voilà, et j'ai bientôt fini de la rebinger. Donc je pense que Devs, ça peut être carrément une série pour la remplacer. Même si tu me dis que ça se binge pas, voilà, je peux relever le défi de la binger. Non, je rigole. mais ça me tente bien de reprendre avec celle-là ensuite. Enfin voilà. Eh bien écoutez, maintenant c'est l'heure de donner la parole à Kalindi pour son gros kiff. Bonjour à tous mes petits LM Crado, je suis ultra contente de participer cette semaine encore à Laisse-moi kiffer, et je suis d'autant plus contente qu'aujourd'hui j'ai un gros kiff
qui surpasse, je pense, franchement, mes gros kiffs de ces 6 derniers mois. C'est l'une de mes révélations de, si ce n'est ces dernières années, au moins ces derniers mois, ou peut-être même de cette dernière année. Je vais vous parler d'un bouquin, et je suis moi-même choquée que ce soit mon kiff, parce qu'en fait, c'est un bouquin de développement personnel, et si vous écoutez Laisse-moi kiffer depuis le commencement, vous savez que j'ai une aversion avérée pour tout ce qui touche de près ou de loin à ce que j'estimais jusqu'il y a encore quelques semaines encore comme du bullshit. Et en fait, un jour, chez un pote, il y a quelques semaines, je suis tombée sur un bouquin qui m'a fait changer d'avis. Ce bouquin, il s'appelle « Libérez votre créativité ». Il a été écrit par Julia Cameron, qui est une poétesse, réalisatrice, scénariste, autrice américaine, qui est donc une femme prolifique en termes de créativité et qui a enseigné une méthode dans plusieurs écoles jusqu'à ce que son ancien mari, ainsi que d'autres personnes, la poussent à enfermer cette méthode dans un livre qui n'a que pour seul but de libérer, et c'est dans le titre, votre créativité, la mienne, la vôtre, celle de vos parents, de tout le monde, c'est possible. Donc en fait, moi, quand j'ai commencé ce bouquin, j'étais un peu sceptique, je me disais, ouais, bon, encore une connerie qui va me dire, je sais pas, écrivez des machins sur des pages. Alors, je vais pas mentir, ça fait largement partie du processus de libération créative, d'écrire des machins, comme je dis, sur une page. C'est beaucoup plus complexe que ça, bien sûr. Mais en fait, ce bouquin n'a pour seule visée que de vous réconcilier avec votre artiste intérieur. Et pour cela, il vous propose une méthode de 12 semaines. 12 semaines, ça a l'air long, mais en réalité, ça passe assez vite. Moi, j'en suis déjà à ma 4e semaine, et pour l'instant, je ne suis pas du tout lassée de la méthode, qui consiste à, chaque semaine, en fait, vous allez devoir lire un chapitre du bouquin qui correspond à une semaine. Ce chapitre-là vous donne des théories sur ce que sont les principes basique de la libération de la créativité individuelle, et donne des exercices qu'il faut faire de manière ultra rigoureuse, sinon ça ne peut pas marcher. Déjà, chaque jour, vous allez devoir faire ce dont Louise vous parlait déjà il y a quelques années, qui sont les pages du matin. Le principe, c'est de se lever et avant même boire un café ou de commencer votre journée, prendre un carnet et de jeter sur 3 pages, et c'est important que ce soit 3 pages, tout ce qui vous vient à l'esprit, c'est-à-dire les rêves que vous avez fait cette nuit, ce qui vous est arrivé la nuit précédente. En fait, ces pages ont pour but de vous faire renouer avec le présent. C'est le moment où c'est un moment où vous n'allez plus vous projeter dans l'avenir, ni trop regarder hyper longtemps en arrière, mais vraiment vous focus sur ce qui vous arrive dans la vie, et ça va vous aider à vous recentrer, en fait. En plus de ces pages que vous allez devoir faire tous les jours pendant 12 semaines, mais que j'espère, et Julia Cameron espère surtout que vous ferez toute votre vie, eh bien, il y a des exercices qui vont nécessiter que vous vous mettiez parfois à nu, que vous jetiez sur un carnet, eh bien, vos idées les plus sombres, au contraire, vos idées les plus lumineuses. Vous allez devoir écrire, eh bien, des lettres à des gens qui vous ont fait du bien, des lettres à des gens qui vous ont fait du mal, que vous ne serez pas obligé de leur envoyer, mais que vous pouvez garder pour vous. Le but, c'est juste de se libérer l'esprit et de reconquérir votre créativité. Vraiment, je peux pas vous donner plus que ça d'axes que donne Julia Cameron. Ce serait en fait paraphraser ce qu'elle dit dans son livre, et qu'elle le fait vraiment 1000 fois mieux que moi. Ça ne sert à rien que moi je le fasse à sa place. Mais je vous conseille d'acquérir ce bouquin, franchement, qui fait que 200 pages, je crois, et qui est une merveille. Moi, il ne quitte plus ma table de chevet. Et j'ai pris plaisir à faire des choses que je n'avais pas fait depuis des années. C'est-à-dire que j'ai acheté des feutres de couleur, j'ai acheté des crayons de couleur. Et chaque semaine, je prends plaisir dans un grand cahier à dessiner des trucs. Alors c'est moche, et en fait, ça n'est pas grave. Le principal n'est pas de créer un travail qualitatif, mais de créer un travail tout court, un travail libérateur qui va vous emmener sur une voie nouvelle, une voie que vous n'aurez plus peur d'emprunter, qui est celle de la créativité. Et franchement, quand on a commencé, on ne peut plus s'arrêter. Alors vraiment, c'est mon gros kiff. C'est mon plus gros conseil depuis peut-être le début de ce podcast. Achetez, libérez votre créativité. Ce seront les quelques euros les mieux investis de votre vie. Je vous embrasse, et sans doute que ce bouquin fera l'objet d'un second kiff quand j'aurai terminé cette méthode, pour que je puisse vous en parler plus en détail. Et j'espère qu'à ce moment-là, le confinement sera fini, que je pourrai échanger librement avec mes interlocuteurs habituels. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Trop cool, merci beaucoup Kalindi pour ce gros kiff. Donc en fait, tu m'avais déjà parlé et tellement bien vendu à tel point que je me suis procuré ce bouquin. Et moi, je suis à la fin de ma 2e semaine du coup. J'avoue, je tâtonne encore un petit peu,
Mais je vois quand même qu'il y a déjà quelques changements s'opérer, même si effectivement certaines étapes sont assez difficiles, d'autres sont super libératrices et j'ai l'impression de voir des mini-changements. C'est micro, mais ça existe. Donc voilà, merci beaucoup Kalindi pour cette reco que tu fais au LM Crado et que tu m'as faite à moi aussi avant. Écoutez, je vous propose d'écouter le gros kiff de Philippine. Salut cher LM Crado, c'est Philou. Je suis hyper contente de te retrouver dans ce numéro d'LMK. Je ne sais pas le combien c'est, mais je suis très contente de participer pour te parler de mon gros kiff, n'est-ce pas ? Et mon gros kiff, cette semaine, la vie est bien faite, c'est un kiff spécial confinement. Pour me confiner, je suis rentrée chez mes parents à Lyon, d'où je viens, et j'ai retrouvé donc ma chambre d'adolescente, n'est-ce pas ? Et j'ai notamment retrouvé une quantité de bouquins que j'accumule depuis des années et des années, qu'on m'a offert ou que je me suis offert et que je n'ai jamais lu. C'est vraiment une grande quantité de livres qui prônent sur l'une des étagères de ma chambre et auxquels j'ai non seulement pas accordé l'attention qu'ils méritent, mais aussi que j'ai oublié en fait avec le temps, parce qu'il y en a, ça fait 10 ans qu'ils sont là et je ne les ai jamais ouverts. En fait, il faut savoir que du côté de mon père, pour Noël, je reçois tous les ans, depuis que je suis toute petite, un livre de la part de mes grands-parents, qui sont très très calés en littérature, et qui m'offrent 1 ou 2 bouquins spécialement choisis pour moi. Ils en offrent un à tous les membres de ma famille, spécialement choisis, dans lesquels, et dans ce livre, sur la première page, ils écrivent un petit mot en disant c'est Noël de telle année, et on t'offre ce bouquin parce que on a pensé à toi pour telle ou telle raison. Mon grand-père est écrivain, ma grand-mère aimait beaucoup lire, donc vraiment c'est des pointures de la littérature. Et ils m'ont souvent offert, quand j'étais petite, des livres que je trouvais toujours trop compliqués et en fait que je n'ai jamais pris le temps d'ouvrir parce qu'ils me faisaient un peu peur, soit ils étaient trop gros, soit ils parlaient d'un sujet comme de la guerre et tout. Moi j'avais 11 ans, je me disais mais je vais pas lire un truc comme ça. Et du coup je me suis dit je vais les garder pour quand je serai plus grande. Sauf que maintenant que je suis plus grande, voilà. J'ouvre enfin ces fameux bouquins et c'est un vrai régal en fait, parce que je me rends compte que mes grands-parents me connaissent bien et qu'ils avaient bien choisi. Donc voilà, là je retrouve le livre de l'été 2010, l'été 2011, 2012, je les retrouve tous. Je ne les ai encore pas tous lus bien sûr, tu te doutes. En ce moment, je suis en train de lire un livre de Michel Gazier qui s'appelle Le Merle bleu, que j'aime beaucoup, c'est très bien écrit et en fait ça me permet aussi de lire de la littérature différente que celle que je consomme d'habitude. En plus, il faut savoir que en fan inconditionnel de Game of Thrones que je me suis enfilé tous les bouquins là. Je suis en train de m'enfiler tous les bouquins depuis la fin de la série qui date de l'année dernière. Donc voilà. Et puis je lis autre chose. Je lis des trucs vraiment. Je lis un peu tout et n'importe quoi. Et les fameux romans dont je te parle, offerts par mes grands-parents, sont des romans que j'aurais pas achetés en fait en temps normal, tout simplement parce que soit j'en aurais jamais entendu parler, soit j'aurais pas tiqué en lisant le résumé. Je me suis aussi plongée dans un recueil de poésie de Roger Haim et je suis vraiment sous le charme complet. C'est un recueil qui s'appelle Écrit de l'instant, que je te conseille fortement si tu aimes bien la poésie. C'est de la poésie courte, il y a que quelques vers entre 2 et genre 10. Et c'est de la poésie en prose et c'est vraiment un genre de poésie qui décrit des instants, qui te dépeint des tableaux. Et honnêtement, j'adore. Ça m'a même poussée à me mettre à l'écriture de poésie. Donc voilà, comme quoi tout est possible, tout arrive. Si jamais tu es intéressé par la poésie et que tu veux que je te donne un peu une idée de ce qu'écrit Roger Haim, je vais te lire mon poème préféré de ce recueil, qui est très court mais qui est très beau, qui s'appelle Fin d'été. Dans le silence des voix qui se sont tues, l'hôtel aux volets clos ne regarde plus l'océan. Tout est vacant, désancré. La plage désaisonnée ne se distrait que de branches de bleu à flotter, roulées à l'infini par les vagues qui se forment et se reforment. Voilà, je ne suis pas une très bonne lectrice à l'oral, mais ça t'aura donné un petit ordre d'idée et ça te montrera pourquoi je chéris autant ce recueil de poésie.
Et voilà. Donc, comme quoi cette période de confinement aura eu quelque chose de positif sur moi. Parce que voilà, j'aurais enfin donné le crédit tant mérité à ces livres que j'ai pu découvrir. En réalité, j'allais dire redécouvrir, mais non, parce que je ne les avais pas lus. Et je suis contente en fait de les avoir gardés. Et je ne peux que t'encourager de donner en fait la chance aux livres qui prennent la poussière sur ton armoire, parce qu'en fait, si quelqu'un te l'a offert en pensant à toi, ou si tu te l'as offert en te disant ça va me plaire, eh bien il y a de fortes chances pour que ça te plaise. Il y a un autre bouquin que j'ai retrouvé, que ma grand-mère m'avait offert, ce sont des nouvelles fantastiques de la littérature anglaise. Je crois que j'avais 9 ans quand elle m'avait offert ça, j'étais là mais jamais je vais lire ça. Et en fait je me régale vraiment, et encore une fois c'est sûrement une lecture que je ne me serais pas donné le plaisir de lire si jamais j'étais restée dans mon petit confort, ma petite vie à Paris. Donc, je suis vraiment ravie. En tout cas, j'espère que mon kiff t'aura inspiré et t'aura poussé à toi aussi aller dépoussiérer tes étagères. Reste en sécurité, prends soin de toi et à très bientôt dans LMK. Salut! Merci beaucoup pour ce kiff, Philippine, et je trouve ça ultra intéressant ce que tu dis sur le fait d'offrir un livre à quelqu'un. Je trouve ça un choix ultra important, et c'est comme tu sais, comme quand t'envoies une chanson à quelqu'un en lui disant bah voilà, j'ai pensé à toi, écoute-la, tu vois. Je trouve que c'est ultra précieux. Enfin, moi je fais l'effort à chaque fois d'écouter ce genre de chansons, et je pense que t'as raison de lire ces bouquins qu'on t'offre en pensant à toi, parce que je pense que c'est précieux et c'est lourd de sens. Donc voilà, je trouve ça trop bien que tes grands-parents fassent ça. Attendez, je débloque mon chat qui s'est coincé la griffe dans le rideau. Ah my god, quelle est bête. Qu'est-ce que je disais? Ouais, que c'est trop bien. Et du coup, moi, j'avoue que j'adore quand on m'offre des livres, parce que souvent dans les librairies, j'arrive devant et je suis un peu submergée par le nombre de bouquins qu'il y a, et je sais jamais trop quoi acheter. Donc, offrez-moi des livres, les gens qui m'aiment. Merci. Et pour les recos de poésie, franchement, merci beaucoup, parce que j'avoue, moi, j'adore la poésie, mais je trouve que ça se perd un peu. Enfin, on en lit assez peu. En fait, comme la poésie, c'est pas quelque chose qui se lit de manière linéaire, et que nous on a l'habitude de se poser avec un bouquin, un roman, et puis de le lire de A à Z, et puis voilà, tu vois, c'est comme ça qu'on lit la poésie. Ça se lit un peu plus différemment, ça se travaille, tu peux pas en lire trop d'un coup, enfin voilà, et du coup c'est un peu plus difficile à aborder, je trouve, mais moi ça me fait toujours plaisir d'en lire, et c'est trop cool d'avoir ce genre de reco. D'ailleurs, en parlant de son kiff à Philippine, j'ai appris que son grand-père dont elle parle, qui a dit qu'il écrit et tout, en fait c'est juste un gars incroyable. C'est un pote de Roger Haïm, du coup le mec qui a écrit de l'instant. D'ailleurs, l'extrait que t'as choisi, Philippine, enfin le poème que t'as choisi, je le trouve trop trop beau. D'ailleurs, j'en ai fait le titre de cet épisode. Voilà, Philippine, dont le grand-père a été candidat à l'Académie française en 2007. Voilà, au KLM. Ça se dit encore au KLM? Pas du tout. Coincé en 2007 avec la candidature à l'Académie française du grand-père de Philippine. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous faire mon gros kiff. Alors, j'ai un peu honte de faire ce gros kiff. Enfin, non, j'ai pas honte, parce que la vérité, j'ai jamais honte, vu que je kiffe. Mais c'est pas du même acabit que tous ces kiffs très inspirés. Mais bon, ça reste quand même un kiff super marrant. Alors, en fait, ça s'appelle Le Grand Show de Jujujul. Bon, ça va rien du tout vous dire, parce qu'en fait, c'est nommé après ma pote Juliette. Juliette, si tu écoutes cet épisode, mais j'en doute, je te fais des bisous. Et donc, mon kiff, c'est de faire des Olympiades confinées avec mes potes. Je vous explique. Comme on est confinés, on est chacun dans des maisons, et mes potes sont toutes confinées avec leurs mecs. Du coup, ça constitue des équipes de 2. Et il y a une personne ou un couple qui est en charge à chaque fois, chaque semaine, d'organiser des sortes d'olympiades avec plein de jeux. Donc ça nous prend genre 2 heures de notre temps. Là, dimanche, ça a duré de 15h30 à 17h30. Et il y a un décompte de points, il y a un grand gagnant à la fin, il y a des prix et tout. Donc là, c'était une bouteille de Pic Saint-Loup qui était en jeu. Et donc Juliette a créé donc une grille avec les noms d'équipes de tous mes potes. Moi, j'étais toute seule parce que je suis célib, tu connais. Du coup, voilà, j'avais des points en plus parce que j'étais solo et que j'avais qu'un seul cerveau.
À la fin, ils ont même essayé de me les enlever parce que j'étais tellement forte qu'ils étaient là, ouais, du coup, on va peut-être te les enlever. J'étais là, juste parce que je suis forte, vous m'enlevez mes points parce que j'ai mon cerveau solo. C'est abusé. Du coup, j'ai gardé mes points. J'ai fini 2e de cette Olympiade. J'étais trop contente. Bref, je m'éloigne un peu de l'explication. Donc, il y avait un tableau avec tous les points et puis les différents jeux qu'elle nous avait proposés. Donc, elle nous a d'abord proposé un jeu sur Kahoot. Je sais pas si vous connaissez, c'est une appli où tu peux créer tes propres questions et jouer avec plusieurs potes en même temps. Et t'as une sorte de télécommande et tout le monde joue en même temps, voilà. Et donc c'est des questions de culture générale, c'est des trucs ultra durs, enfin c'était grave marrant. Donc voilà, on a fait une partie de ça, il y avait un nombre de points attribués aux gagnants et tout, enfin bon bref, voilà. Et ensuite on a eu des petits jeux genre d'arcade sur internet, c'était grave drôle aussi, genre le dino, vous savez quand vous avez plus internet sur Google Chrome et vous avez un petit dino qui saute des cactus en attendant qu'Internet revienne. Bah genre ça, et puis celui qui allait le plus loin gagnait un certain nombre de points. Ensuite, on a eu... qu'est-ce qu'on a fait comme jeu ? On a fait un petit bac en ligne, ça c'était grave marrant aussi. On a fait un N'oubliez pas les paroles version année 2000, ça c'était génial, j'ai gagné. Et aussi on a fait un blind test. Enfin bon bref voilà, c'était trop bien parce qu'en fait j'ai remarqué que j'ai plusieurs groupes de potes et finalement c'est cool tu vois de les appeler pendant le confinement, surtout que les gens ont tendance à faire plus de FaceTime en ce moment, genre on s'appelle plus, on FaceTime maintenant, on fait des Skyperos et du coup c'est cool, mais sauf que au bout d'un moment on se donne des nouvelles mais on n'a plus grand chose à se dire parce que faut se l'avouer, on fait pas grand chose en confinement. Du coup que mes potes fassent ça, déjà c'est des meufs ultra créatives, mais que mes potes fassent ça, je trouve ça trop bien parce que ça nous permet d'avoir une activité en commun le week-end. Là dimanche donc rebelote, c'est au tour de Margot de préparer la grande Olympiade confinée. Donc voilà, moi ça me fait trop plaisir de jouer et de kiffer, même si je suis solo quoi, j'arrive à kiffer avec mes potes et voilà, c'était trop bien. J'ai passé un trop bon dimanche grâce à elle et grâce à Jujul qui a organisé son grand show. Elle avait mis carrément, genre c'était des slides en PowerPoint pour expliquer chaque jeu et pour expliquer toutes les règles et tout, et elle avait mis genre des jingles et tout entre les pages. Enfin bon, c'est une tarée. Et moi aussi j'ai vachement hâte de préparer ça parce que j'avoue que c'est un kiff à moi aussi, peut-être que j'en parlerai un jour dans Laisse-moi kiffer, mais d'organiser mes propres jeux et notamment mes propres burger quiz que j'organisais beaucoup quand j'étais étudiante encore à Rouen. Donc voilà, ça faisait bien rire tout le monde et c'est un truc que je kiffe, donc j'ai hâte d'organiser ces Olympiades. Eh bien écoutez, voilà, c'est la fin de mon gros kiff, c'est donc la fin de cet épisode de Laisse-moi kiffer. J'espère que vous êtes prêts, dans 10 semaines, ce sera l'épisode numéro 100. Je vous rappelle du coup de parler de ce podcast autour de vous, comme d'habitude, de nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, nous laisser des petits commentaires, envoyez-moi vos jingles, vos dédicaces. N'oubliez pas que je vous kiffe, les LM Crado, n'oubliez pas, vraiment. En cette période de déconfinement progressif, on sait pas trop vers quoi on va et tout. Donc prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous fais 1000 bisous. Et en attendant la prochaine fois, touchez-vous bien, le kiff.